Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Il n'y a pas eu d'accord entre députés et sénateurs sur le projet de loi Asile et Immigration. Sans surprise, les parlementaires ne sont pas parvenus à surmonter leurs différends. Le Sénat ayant totalement réécrit la version gouvernementale, les réactions sont à suivre. La lutte contre les violences sexuelles et sexistes en débat au Sénat. Coup de théâtre à l'ouverture de la séance. Marlène Schiappa a annoncé l'abandon de la disposition aggravant le délit d'atteinte sexuelle avec pénétration. C'est une victoire pour les associations de protection de l'enfance. Le débat est à suivre. Les préconisations du Sénat sur la réforme des retraites. Après avoir voyagé en Europe, les sénateurs tirent plusieurs enseignements. Pour eux, il faut relever à 63 ans l'âge légal de départ à la retraite si on ne veut pas fabriquer, je cite, des retraités pauvres. Le détail dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Saveria Rojek et Tam Tranui en direct du Sénat. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. C'est donc sans surprise qu'a échoué ce matin la commission mixte paritaire. Elle réunissait députés et sénateurs chargés de trouver un compromis sur le projet de loi Asile et Immigration. Il faut dire que la Haute Assemblée avait durci de nombreuses dispositions, et ce contre l'avis du gouvernement. Aurélien Romano. La commission mixte paritaire réunissait 7 députés et 7 sénateurs. Le but, harmoniser les deux versions du texte Asile-Immigration. Mais comme cela arrive dans un cas sur 3, la commission a échoué. Pour les députés de la majorité En Marche, certaines propositions sénatoriales rendaient impossible un compromis entre les deux textes. Alors aujourd'hui, sur le texte du Sénat, il y a des choses sur lesquelles la majorité ne reviendra pas, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que nous n'accepterons pas une politique de quotas, nous n'accepterons pas la suppression de l'aide médicale d'État. On va dire que c'est des lignes rouges à ne pas franchir. Problème, l'intransigeance de la ligne rouge à ne pas franchir est partagée par les sénateurs. Ils avaient durci le texte, estimant que la mouture de l'Assemblée manquait de fermeté à l'égard des demandeurs d'asile et des candidats à l'immigration. Ce texte, nous y tenons. Nous ne voulons pas d'une solution de compromis ou de transaction, mi-chèvre, mi-chou. Nous ne voulons pas tomber dans une sorte d'entre-deux. Il y a une crise très grave. Elle dépasse d'ailleurs les frontières de la France. On le voit partout en Europe. Et il faut donc apporter une réponse qui soit une réponse claire, lisible et forte. Cette intransigeance de la majorité, les Républicains du Sénat, a arrivé à un compromis sur le texte et, d'après certains députés macronistes, une posture qui viendrait du chef de file de la droite. Il faut trouver le point d'unité, le point de rassemblement le plus possible, c'est-à-dire le sens des responsabilités. Et je regrette que sur cette question, une question extrêmement importante, très sensible, la droite sénatoriale ait plutôt joué le jeu de Laurent Wauquiez que de l'unité nationale. Conséquence de cet échec de la commission mixte paritaire, le projet de loi repassera en nouvelle lecture à l'Assemblée à partir du 25 juillet, puis au Sénat. Mais les députés auront le dernier mot en dernière lecture en septembre. Et on retrouve Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat. Pour une première réaction, Saveria, vous êtes avec le rapporteur de ce projet de loi Asile et Immigration, le sénateur LR du Rhône, François-Noël Buffet. Absolument. Bonjour François-Noël Buffet. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Cet échec de la commission mixte paritaire, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise car le Sénat avait fait le choix de réécrire complètement la version de l'Assemblée et du gouvernement. Oui, c'est pas tout à fait une surprise, effectivement, même si nous avons eu des discussions avec l'Assemblée nationale très avancées, avec le rapporteur, mais nous n'avons pas réussi à trouver un point d'accroche ou d'accord. Le Sénat avait décidé de réécrire le projet, de lui donner du sens, à la fois dans le durcissement de tout ce qui touche à l'immigration irrégulière, mais aussi en prenant sur l'intégration des éléments nouveaux, en protégeant plus les mineurs. Sur plein de sujets, nous avons largement progressé par rapport à l'Assemblée nationale, mais cela n'a naturellement pas suffi. Chacun n'a pas pu aboutir aux concessions nécessaires. Pour vous, sur la politique migratoire, les Français attendent une réforme plus ferme, plus proche donc de la version que vous avez portée. Oui, nous en sommes convaincus
qu'il faut une ligne claire, une ligne précise. Il faut sur l'immigration régulière être très très ferme. Il faut sur l'immigration régulière annoncer qu'on accueillera moins mais qu'on accueillera mieux. Il faut que la procédure d'asile soit réservée vraiment à ceux qui méritent la protection. Donc il faut de la rigueur et un fil rouge bien précis. Et jusqu'à maintenant, on trouve qu'il n'y était pas. On trouve que le Sénat l'avait construit et nous regrettons évidemment. Quelles sont précisément les mesures sur lesquelles les désaccords se sont fait jour? L'affaiblissement du délit d'aide à la circulation des étrangers, le maintien de l'aide médicale d'État, le refus d'une simplification de la rétention administrative. Tout ça, ce sont des garde-fous que vous n'avez pas voulu. Ce sont des sujets qui, dans des secteurs très, très différents, sont très importants. Là, on sait que la durée de rétention, c'est un élément fondamental pour obtenir les renvois dans les pays d'origine. On n'a pas pu avancer là-dessus, c'est bien dommage. Nous savons que tout ce qui touche à l'aide à l'entrée au séjour sur le territoire de façon irrégulière devait être très stricte, elle ne l'était pas suffisamment. Et sur l'aide médicale d'État, passer de 200 millions d'euros il y a quelques années à quasiment 1 milliard aujourd'hui, ça n'est pas acceptable. On doit tenir à la fois les principes, tenir le budget aussi. On ne peut pas laisser sur un scénario au fil de l'eau. Il fallait mettre de l'ordre là-dedans, c'est ce que nous voulions. A contrario, quelles sont les mesures sur lesquelles les sénateurs et les députés auraient pu ou ont pu se rapprocher ? On a pu se rapprocher sur des points qui étaient des sujets notamment sur le fait qu'au Sénat, nous avons protégé les mineurs et nous avons créé un fichier national des majeurs dans le cadre de la reconnaissance. Cette mesure va être conservée ? Nous l'espérons, mais il y avait sur ces points-là des points d'accroche, alors même que l'Assemblée n'avait pas statué là-dessus en première lecture. Mais c'est une avancée du Sénat à l'occasion du texte. J'espère qu'ils seront gardés, ceux-là seront gardés, ces éléments-là seront gardés, mais il y en a d'autres. Il y a quelques mois, vous estimiez que le gouvernement n'était pas clair sur le budget consacré à l'immigration. Est-ce qu'avec ce texte, on y voit justement un peu plus clair? Est-ce que ce budget est un peu plus clair? On n'y voit pas plus clair. La ligne, on verra ce qui sortira de l'Assemblée, mais la ligne budgétaire est toujours au niveau où elle était avant, donc ça n'a pas bougé. De toute façon, faute de budget suffisant, l'affaire ne marchera pas. Très bien, au moins c'est dit. Merci beaucoup. Merci François-Noël Buffet d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Saint-Véria, pour cette première réaction. On le sait, les voyages forment la jeunesse, mais ils préparent aussi les retraites. 2 sénateurs se sont rendus dans 4 pays européens pour comparer les différents systèmes de retraite, de la répartition à la capitalisation. Pour eux, pas question d'importer un modèle clé en main en France, même s'il faudra fatalement relever l'âge de départ à 63 ans. Quentin Calmy. Ils sont allés en Suède, pays de référence selon les sénateurs, mais aussi en Italie, en Allemagne ou au Danemark. Dans ces pays, René-Paul Savary et Jean-Marie Van Leeuwenberg sont allés chercher des solutions pour améliorer la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. À la clé, une dizaine d'enseignements. Ce que nous avons voulu, c'est nous rendre compte dans des pays qui avaient fait une réforme systémique, souvent en point de leur système de retraite, et qui était proche de nous en termes de développement, comment cette réforme avait été entreprise et comment aujourd'hui elle était vécue. Selon les sénateurs, le projet du gouvernement, toujours en cours de négociation, ne doit pas éluder certaines questions. Ainsi, pourquoi pas ouvrir la porte à une part de retraite par capitalisation, en plus de la gestion par répartition du système de base. Autre enseignement des sénateurs, pour assurer l'équilibre financier des régimes de retraite, l'âge minimum de départ à la retraite ne pourra pas rester à 62 ans. Les sénateurs préconisent de passer à 63 ans. Nous pensons, nous au Sénat, qu'il faudrait, pour l'horizon 2021-2022, passer à 63 ans. Une idée déjà écartée par le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye. Avec cette interrogation, que retiendra-t-il des remarques des sénateurs? Ces premières annonces sont attendues pour l'hiver prochain. Nous vous en parlions hier, le torchon brûle entre l'État et les collectivités territoriales. Les associations d'élus ont en effet annoncé qu'elles boycotteront la prochaine conférence des territoires. Aujourd'hui se tenait une instance de dialogue à laquelle participait le Sénat. Héloïse Grégoire. Le divorce est consommé, les départements, les communes et les régions ont boycotté une réunion de dialogue ce matin à Matignon. Une réunion organisée en vue de la conférence nationale des territoires mi-juillet, à laquelle les 3 grandes associations d'élus ne comptent pas participer. De son côté, le président du Sénat, en tant que représentant des collectivités territoriales, ira à la conférence. Seulement, il met en garde Emmanuel Macron. Et si en même temps on n'écoute pas ce qui se passe sur le terrain,
Et c'est d'ailleurs ce que je dirais au président de la République, très calmement, très tranquillement, parce que je ne crois pas qu'il méprise le territoire, mais il faut qu'il l'entende, qu'il l'écoute et qu'il lui fasse plus confiance. Plus de 3 heures de réunion avec des maires ruraux, des parlementaires. Environ 6 associations d'élus étaient présentes autour de la table, dont France Urbaine. Et son représentant regrette l'attitude des départements, des communes et des régions. Il est important que l'État entende la parole des territoires. Je ne crois pas beaucoup, moi, à la politique de la chaise vide. Alors, il peut entendre un certain nombre de choses qui ne conviennent pas à des territoires. Et il n'y a pas de langue de bois à avoir. Il faut juste mettre les choses sur la table et en discuter. Par contre, il faut y être autour pour mettre les choses sur la table et en discuter. Ce matin, il n'était pas question d'annuler la conférence nationale des territoires. Seulement, la situation ne peut pas continuer pour Jean-Marie Bockel. Elle aura lieu avec ceux qui décideront d'y être. Tous ceux qui étaient là ce matin y seront, y compris les sénateurs, puisque le président Larcher a dit lui-même qu'il y serait. Et on a donc en gros une petite 8aine de jours pour que les conditions d'une présence des 3 grandes associations soient réunies. Le dialogue est pour l'instant au point mort, un coup dur pour le gouvernement qui voulait faire de la conférence nationale des territoires un nouveau cadre de discussion avec les collectivités territoriales. À 48 heures des résultats du bac, les sénateurs se projettent déjà sur le bac du futur. Ils ont auditionné ce matin Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui leur a dévoilé les grandes lignes de la réforme à venir. On l'écoute. Vous le voyez, l'esprit de ce baccalauréat, quand je veux le résumer, c'est de dire qu'en préparant le baccalauréat, l'élève prépare ce qui le fait réussir au-delà du baccalauréat. On doit en finir avec un mot péjoratif issu du mot baccalauréat et qui est présent dans notre langue courante et qui dit malheureusement bien des choses, le bachotage. Et bien entendu, cela donne plus de force et de sens au baccalauréat parce que les notes vont avoir plus d'importance, ne serait-ce que parce qu'elles existeront pour une bonne partie d'entre elles avant le mois de juin et donc pourront être prises en compte dans la démarche Parcoursup en particulier, ce qui est un point important et je parlerai tout à l'heure de Parcoursup. Donc c'est un baccalauréat qui s'inscrit dans la démarche Bac-3, Bac+3, dans une démarche en continuum grâce à la formation continue et dans une démarche de justice aussi pour l'élève puisqu'on ne concentre pas tout sur quelques jours mais sur un travail plus réparti, mais aussi on accentue la notation sur les domaines choisis par l'élève, ce qui est un point aussi très important. Donc nous faisons entrer plus de désir, plus de liberté dans ce qu'est le nouveau baccalauréat, et ce point-là est très important. Les élèves ne joueront plus leur baccalauréat sur une seule semaine d'épreuve. Et les lycéens pourraient bien être frappés à leur tour par l'interdiction du téléphone portable. C'est ce que proposent en effet les sénateurs. Ils ont voté pour en commission ce matin, dans le cadre de la proposition adoptée par les députés qui se limitait aux écoles et aux collèges. Alors pour en parler, on va retrouver Saveria Rojek avec la présidente de la commission de la culture et de l'éducation, la sénatrice centriste Catherine Morin-Desailly. Bonjour Catherine Morin-Desailly. Bonjour à vous. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Pourquoi la commission de la culture a décidé ce matin d'étendre l'interdiction des téléphones au lycée ? C'est tout simplement pour être cohérent sur l'ensemble des niveaux scolaires et donner un cadre, donner aux proviseurs, aux principaux, aux directeurs d'école, un cadre, avoir la loi qui soit opposable à des prises de position qui pourraient être différentes. En fait, ce n'est pas nier les évolutions technologiques et l'appropriation des nouveaux outils technologiques par les jeunes, mais c'est tout simplement sanctuariser un cadre de travail et d'apprentissage qu'est l'école, qui peut utiliser les outils numériques, mais il faut que ça soit très précisé dans un règlement, voilà, à des fins d'exception pédagogique. Mais on pourrait penser qu'un lycéen, contrairement à un écolier ou un collégien, c'est se mesurer dans l'usage de cet appareil. Pas toujours. D'ailleurs, les adultes non plus. Et je crois qu'on pourrait aussi être plus exemplaires que ça dans nos comportements les uns et les autres. Or, l'école, le lycée en général, c'est le lieu de l'apprentissage, de la concentration. C'est le lieu aussi où on a besoin d'être peut-être dans une autre relation voilà, aux autres qu'à travers les réseaux sociaux, ce qui est très sympathique et ce qui est aussi une autre façon de communiquer entre les uns et les autres. Mais il faut ce temps où on apprend
à se détacher des écrans. Je viens de rendre un rapport sur la formation numérique, c'est apprendre à maîtriser les écrans et apprendre à s'en détacher. C'est très important. Donc il faut un cadre. Les chefs d'établissement nous le demandent et nous avons jugé bon de l'étendre au lycée. On voit bien que c'est pas naturel de tout d'un coup se passer de son portable. Or, on a besoin d'avoir des moments, encore une fois, de parenthèse. Les mineurs, quel que soit leur âge, doivent être préservés, éloignés des écrans, en tout cas pendant le temps de l'école. Tout à fait. Mais, et j'ai visité des écoles ici et là, parce que je viens de commettre un rapport sur la formation à l'heure du numérique, une utilisation pédagogique qui est sous la maîtrise des enseignants qui ont travaillé l'appropriation du cours à travers ces outils, bien utilisée et tout à fait positive. Il y a également les effets particulièrement néfastes sur les tout petits, sur les moins de 3 ans de ces écrans. Oui, tout à fait. Alors, médecins, psychiatres, pédiatres, orthophonistes s'accordent tous pour dire que les effets sont désastreux chez les tout petits, les moins de 3 ans, dès qu'ils sont surexposés ou exposés aux écrans. Donc moi, je propose que tous les fabricants de matériel mettent spécifiquement sur leur emballage que ça nuit gravement à la santé des tout-petits. Une dernière question très rapidement. Comment mettre en œuvre cette interdiction des téléphones portables, y compris aux lycéens? Est-ce que les chefs d'établissement vont avoir plus de moyens? Je crois que tout simplement, il faut provoquer un débat avec la communauté éducative. Parce qu'une interdiction, si elle n'est pas expliquée, si on n'en explique pas non plus les exceptions, s'il n'y a pas une forme d'appropriation du bien vivre ensemble, c'est la communauté éducative, donc c'est les chefs d'établissement, ce sont les enseignants, le personnel d'accompagnement des jeunes et les parents, et ensemble décider dans quelles circonstances on va faire exception à l'utilisation du téléphone portable pour un motif pédagogique. C'est discuter pourquoi c'est bien aussi de se déconnecter de temps en temps, de remettre un petit peu de verticalité dans ce monde qui est très horizontal, de la toile dans laquelle parfois on s'englue un petit peu trop longtemps. Très bien, donc de la discussion plutôt que de l'interdiction. Tout à fait, c'est très important. Merci beaucoup, merci Catherine Morin-Desailly d'avoir répondu à la question. Je vous en prie. Merci à vous, Saveria. On en vient à présent à l'examen du projet de loi Chiappa sur les violences sexuelles et sexistes. Le texte sorti de l'Assemblée nationale, vous le savez, suscité les mécontentements, notamment de la part des associations de protection de l'enfance. Alors pour en parler, on va tout de suite retrouver Tam Tranui qui suit pour nous les débats depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Bonjour Tam, alors c'est un véritable coup de théâtre qui a lieu tout à l'heure à l'ouverture de la séance puisque le gouvernement revient sur ce fameux article 2 qui, je le disais, était très controversé. Et oui, pour tout bien expliquer, on va revenir tout d'abord sur le contexte, celui de 2 affaires récentes où des fillettes de 11 ans avaient été considérées par la justice comme consentantes à des relations sexuelles avec des hommes majeurs. On se rappelle ces affaires qui ont énormément choqué. Et l'article 2 du projet de loi est là pour faciliter, entre guillemets, les condamnations pour viol dans ces cas de figure. Un article donc sous le feu d'une actualité particulièrement choquante et dont la rédaction n'a pas satisfait tout le monde. Loin de là, au cœur des controverses, il y a notamment la distinction de l'atteinte sexuelle avec pénétration qui faisait l'objet d'une peine aggravée dans le projet de loi du gouvernement. Beaucoup ont craint qu'elle conduise à requalifier des viols en atteinte sexuelle avec pénétration. Des associations, mais aussi la commission des lois du Sénat. Écoutez tout à l'heure l'argumentation de Marie Mercier, rapporteure LR du texte. Elle a supprimé la circonstance aggravante pour le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans en cas d'acte de pénétration sexuelle. En effet, une telle disposition crée une possibilité supplémentaire de requalification du viol en atteinte sexuelle et donc accroît le risque de correctionnalisation. Le viol reste un crime. Vous venez d'entendre Marie Mercier sur ce point très controversé, sauf qu'au moment où elle s'exprimait, il n'y avait déjà plus réellement de controverse, puisqu'en ouverture à la discussion générale, Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, tout comme Marlène Schiappa, le projet de loi a été créé à 4 mains, ont annoncé renoncer à cette disposition. Nicole Belloubet l'a déclaré à l'issue d'une longue démonstration juridique expliquant la volonté du gouvernement. Marlène Schiappa, sans rentrer dans les détails du droit, a dit, elle, se montrer à l'écoute, écrire ce texte dans un esprit de concertation. Écoutez Marlène Schiappa. Depuis plusieurs mois, un certain nombre d'associations de protection de l'enfance, mais aussi de professionnels du droit, de la santé ou de travailleurs sociaux nous interpellent et échangent avec nous sur les risques que pourrait présenter la disposition relative à l'augmentation des peines encourues pour atteinte sexuelle avec pénétration. Vous avez, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, vous avez relayé les mêmes préoccupations et vous avez fait le choix
lors de vos travaux, lors de l'examen du texte par la commission des lois, de supprimer cette mesure qui était proposée par le gouvernement dans l'objectif d'éviter des acquittements. Le gouvernement a donc fait le choix de ne pas réintroduire cette disposition lors de cette première lecture au Sénat et nous ne le ferons pas non plus à l'occasion des prochaines discussions de ce texte. Nous suivons donc les avis que vous avez souhaité rendre et les dispositions que vous avez souhaité prendre dans la commission des lois du Sénat. Le ton apaisé de Marlène Schiappa sur ce recul du gouvernement peut étonner pour qui a suivi les débats enflammés qui avaient eu lieu à l'Assemblée nationale, la façon dont elle avait défendu avec hargne la rédaction de l'article 2 à l'époque. Preuve que le temps, la constance des associations et des parlementaires ont fait leur œuvre. Preuve aussi que le gouvernement n'avait pas tellement envie plus longtemps de susciter la polémique autour d'un texte dont les objectifs, faire preuve de plus de sévérité à l'égard des agresseurs sexuels et sexistes, sont partagé par tout le monde. Merci à vous, Tam, pour toutes ces précisions et on vous retrouve bien entendu tout au long de cette édition. Et dans le projet de loi, la prescription passe de 20 ans à 30 ans pour laisser le temps aux victimes de viol de porter plainte. Il faut dire que certaines victimes ne réalisent les faits que très tardivement. On parle alors d'amnésie traumatique. C'est un phénomène qui dépasse parfois cette durée. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Mie Koiyama. Elle a mis 32 ans à se rappeler d'un viol subi pendant son enfance. Comme elle a expliqué à Audrey Vuettaz, on écoute son témoignage. C'est comme si le cerveau disjonctait. Comme s'il ne pouvait encaisser la violence d'un événement, une violence telle qu'il l'oublie complètement. C'est l'amnésie traumatique, souvent vue chez des soldats après la guerre. C'est arrivé à Millet. Comme 40% des enfants victimes de violences sexuelles, son cerveau a enfoui loin des viols subis à l'âge de 5 ans pour ne plus jamais s'en souvenir. Et l'enfant qui devient un adolescent, un jeune adulte, survit à cette espèce de bombe atomique qui est tapie dans un coin de sa mémoire, qui parfois n'explose jamais, mais qui laisse des symptômes terribles. Troubles de comportement alimentaire, des phobies en tout genre, des dépressions en tout genre. Millet passera 32 ans à vivre, comme elle le dit, à côté de sa propre vie, puis une rencontre. Un choc émotionnel et la boîte de Pandore lui explose au visage. J'étais à la taille d'un enfant, je voyais tous les détails, visuellement, physiquement. Les viols ressurgissent avec la même violence et avec la même effraction qu'on peut imaginer que ressent un enfant quand il est violé par un homme, une petite fille en l'occurrence, j'avais 5 ans, quand elle est violée par un homme de 39 ans. Si vous voulez, ça vous met à terre. Millet décide de porter plainte, mais les faits survenus en juillet 77 sont prescrits depuis 24 ans. Les souvenirs ont explosé trop tard. La jeune femme saisit alors la Cour de cassation pour faire réviser son délai de prescription. Une première en France, mais sans succès. C'est comme un mur de déni, c'est-à-dire que c'est comme la justice qui vous dit oubliez, il ne s'est rien passé en gros. Sauf qu'on n'oublie pas parce que je venais juste, ça faisait 4 ans que j'étais sortie de l'amnésie traumatique, donc c'est extrêmement dur parce que c'est une porte qui se ferme, c'est un mur qui se présente à nous en fait, un mur de déni. Une douleur supplémentaire qui la pousse à se battre pour les autres victimes. Pour l'instant, le délai de prescription devrait passer de 20 à 30 ans après la majorité. Ce n'est pas assez pour Millet. Si vous avez 47 ans et 9 mois avec l'allongement actuel, vous pourrez déposer plainte. Si vous avez 48 ans et 1 jour et que vous sortez d'une amnésie traumatique, ça sera plus possible. Elle voudrait que l'amnésie traumatique, une fois qu'elle a été expertisée, permette d'annuler toute date de prescription. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Laure Salmona. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice de l'association féministe contre le cyberharcèlement et vous êtes auteure d'un rapport d'enquête sur l'impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte. Bienvenue à vous. Également sur ce plateau, Dominique Vérien. Bonjour. Sénatrice centriste de Lyon. Vous êtes membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ici au Sénat. Également avec nous Jacques Bigot. Bonjour. Sénateur socialiste du Bas-Rhin, vice-président de la commission des lois. Et puis pour nous éclairer, Jackie Coulon, bonjour, vous êtes secrétaire national de l'USM, c'est l'Union syndicale des magistrats. Dominique Vérien, on vient d'entendre Marlène Schiappa, suivi des précisions de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Sur cet article 2, finalement, le gouvernement se range bien à la fois aux demandes des associations, mais aussi à la délégation aux droits des femmes du Sénat. C'est une bonne nouvelle, une petite victoire, selon vous ? Alors, c'est une très bonne nouvelle pour ce point-là, mais elle ne se range pas globalement sur la vie
ni de la délégation des femmes, ni des associations qui, je vous le rappelle, souhaitaient qu'il y ait un âge du consentement qui soit posé. Cet âge a été défini à 13 ans après réflexion et après mûrs travaux. Et nous n'avons pas encore obtenu ça. Maintenant, le texte est en discussion au Sénat. Des amendements vont être posés dans ce sens. Et peut-être qu'à la fin de cet après-midi, nous aurons cette bonne nouvelle, autant pour les associations que pour les victimes, que nous pourrons enfin dire que sous un certain âge, avoir une relation sexuelle entre un adulte et un enfant, c'est une chose interdite. Jacques Bigot, comment avez-vous accueilli justement ce changement de pied finalement de la part du gouvernement? Mais je pense d'abord que le gouvernement a eu tort de vouloir se placer sur le terrain du viol. Le viol, c'est effectivement le fait d'imposer une relation sexuelle à un mineur ou à un majeur sans son consentement. Et avoir un débat autour du consentement complique les choses. Et donc le premier texte du gouvernement qui a été retoqué par le Conseil d'État partait sur une présomption de non-consentement. La seule solution, c'est de dire on est dans d'autres choses. Il est interdit pour un adulte d'avoir une relation sexuelle avec un mineur de 13 ans, ça me paraît raisonnable. Et s'il y a une telle relation, c'est un crime. Le cas de l'inceste, c'est la même chose. Et donc si on n'est pas dans ce texte-là, on ne fera rien et on aura des débats impossibles sur le consentement, parce qu'on est capable, et on l'a vu dans les dossiers, en cour d'assises, on est capable d'un jury populaire est capable de penser à un moment donné qu'une fille de 11 ans était consentante à une relation sexuelle avec un adulte. Et c'est la raison pour laquelle vous avez les procureurs de la République, comme ça s'est passé dans l'Essonne, qui préfèrent utiliser le délit d'atteinte sexuelle, ou qu'on appelle agression sexuelle, mais le texte parle d'atteinte sexuelle, pour effectivement s'assurer que l'adulte soit condamné et qu'il n'y ait pas ce risque qui peut exister aux assises d'incompréhension que une petite fille ne peut pas avoir séduit un adulte et consentir à une relation sexuelle. Il faut l'affirmer clairement. Jacques Coulon, sur justement ce point, cette disposition qui était donc créée par le projet de loi du gouvernement qui aggravait donc le délit d'atteinte sexuelle avec pénétration. On vient d'entendre à la fois Nicole Belloubet et Marlène Schiappa. Ça ne figurera plus dans le texte proposé par le gouvernement. Ah, tout à fait. Je partage l'avis de monsieur le sénateur Bigot sur la question du consentement qui actuellement est extérieure à la définition du viol et pour moi qui doit rester extérieur. Le viol, c'est l'acte de pénétration sexuelle par contrainte, menace, violence ou surprise. Et ce sont ces éléments-là qu'il est important de caractériser sans avoir à se poser le consentement éventuel d'un enfant qui, évidemment, le consentement d'un jeune enfant à un acte sexuel est totalement impossible à concevoir. Par conséquent, cette notion de contrainte, violence, menace ou surprise est la notion pivot de l'ensemble du dispositif. Et lorsqu'il n'y a pas de contrainte, violence, menace ou surprise, il y a cette infraction d'atteinte sexuelle que l'on peut aggraver, puisqu'actuellement elle est punie de 5 ans d'emprisonnement. Le projet prévoyait 7 ans. Et puis, j'allais dire, le dernier projet en cas de pénétration, 10 ans. Le fait de ramener ou de ne pas se poser la question de pénétration sexuelle évite effectivement une interférence entre le viol, c'est-à-dire avec contrainte, violence ou surprise, et l'atteinte sexuelle qui pouvait donner lieu à un excès de correctionnalisation lorsque le parquet pouvait avoir des doutes sur, non pas... Donc c'est écarté maintenant, voilà. justement, ces doutes sur ça paraît la correctionnalisation. Il y a raison de plus pour fixer du coup un âge aussi où on n'aura plus besoin d'avoir à prouver ces fameuses violences, menaces... Alors on va y venir, si vous voulez bien, Dominique Verrier. On va donner la parole à Laure Salmona, qu'on n'a pas encore entendu. Vous saluez également cette décision du gouvernement ? Oui, tout à fait, parce que les enfants sont quand même les premières victimes de violences sexuelles. Et il est très important de les protéger, c'est primordial. Ils ne le sont pas aujourd'hui, parce que l'interdit qui est posé en termes de délit d'atteinte sexuelle lors d'un rapport ou un acte sexuel entre un adulte et un enfant et un mineur de moins de 15 ans ne constitue pas un crime. Et on en parlait tout à l'heure, ce qu'il faudrait, c'est une criminalisation, c'est-à-dire un seuil d'âge qui
permettent une criminalisation de tout viol sur mineur. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que... alors, il y a une jurisprudence depuis 2005 qui protège les enfants qui ont moins de 6 ans. C'est-à-dire qu'on considère qu'un enfant de moins de 6 ans, il y a forcément contrainte ou surprise et qu'il ne peut pas consentir à un acte sexuel avec un adulte. Mais pour les enfants de plus de 5 ans, ce qui se passe, c'est quand il y a une défense agressive, en fait, eh ben, on a tout un tas de débats qui vont être très nauséabonds, qui vont tenter de prouver que l'enfant était consentant, qu'il était séducteur, qu'il l'a cherché, avec toute la culture du viol qu'on peut connaître et la culpabilisation des victimes. Tout ça, c'est totalement contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Intérêt supérieur de l'enfant qui, dans la Convention internationale des droits de l'enfant, est très importante. Et même la CNCDH, là, dernièrement, c'était pas un avis, c'était une déclaration, l'a rappelé. Alors, on va réécouter la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, puisqu'elle a expliqué justement pourquoi le gouvernement a changé de pied sur cet article 2. Écoutez. La position du gouvernement a évolué. La question était de savoir s'il convenait de porter de 5 à 10 ans d'emprisonnement la peine encourue en cas d'atteinte sexuelle commise sur mineur de 15 ans lorsque ces faits sont commis avec pénétration. Cette aggravation venait ainsi compléter, selon nous, la définition interprétative facilitant l'établissement de la contrainte ou de la surprise qui caractérise le viol. Cela s'inscrivait pour le gouvernement dans la logique de l'instauration d'un continuum répressif que, je crois, nous portons ensemble. Cette aggravation a cependant été mal comprise par certaines associations qui ont cru y déceler une possibilité accrue de correctionnalisation des crimes de viol en délit d'atteinte sexuelle. Votre commission des lois a proposé de supprimer cette disposition relative à l'atteinte sexuelle avec pénétration du projet de loi. Le gouvernement, à la réflexion, accepte donc cette suppression, car il estime essentiel que ce projet de loi ne soit pas mal compris et mal perçu par ceux-là même dont le rôle est fondamental dans la lutte contre les violences sexuelles commises sur mineurs. Il y avait un risque d'incompréhension, justement, de mauvais signaux qu'on pouvait envoyer aux victimes avec cette première version, selon vous, Dominique Vérien ? Très clairement, puisqu'il y avait un vrai risque de correctionnalisation plutôt que de pénalisation. Or, il est important pour une victime, surtout pour sa reconstruction et encore plus pour un enfant, de savoir qu'il a été victime d'un crime et pas simplement d'un délit. Et donc, il est très important de pouvoir punir sévèrement. Et puis on sait qu'en France, justement, la sévérité, c'est la sévérité qui fait qu'on ait un délit ou un crime. Et donc il est important que la victime sache que c'est un crime. Et c'est pour ça que c'est bien d'être revenu sur ce sujet et d'éviter une correctionnalisation trop importante. Alors l'autre argument, c'était de dire que ça permettait d'aller plus vite. Mais est-ce qu'on construit une société sur simplement des manques de moyens dans la justice ? Je pense que non, on est en train de travailler sur de l'humain. Et donc il faut se donner les moyens, au contraire, de répondre rapidement, mais à un crime et pas à un délit. En revanche, là où la position du gouvernement diffère de celle du Sénat, c'est bien sur cette question de présomption de culpabilité, de contrainte. Jacques Bigot, on sait que si on fixe un seuil, eh bien, on peut porter atteinte aux droits de la défense. En tous les cas, c'est ce que nous dit le gouvernement. Moi, je pense que le gouvernement a évolué en disant finalement, je ne ferai plus ce que j'ai promis de faire. C'est surtout ça le problème. Et donc, nous proposons des choses qui vont dans ce crime nouveau, en fait, qui est de dire la relation sexuelle avec un enfant de moins de 13 ans, un mineur de 13 ans, avec pénétration, soit une fellation ou une sodomie, est un crime, parce que c'est un interdit. C'est un interdit qu'il faut poser, comme on pose l'interdit de l'inceste, de la même manière, et on le pose de manière claire. Et comme ça, il n'y a plus de débat. L'adulte peut éventuellement contester le fait qu'il lui est reproché la pénétration et l'atteinte sexuelle. Et puis d'ailleurs, la notion d'atteinte sexuelle, si on regarde le code pénal, c'est un délit qui vise une atteinte sexuelle sans violence, etc. C'est la caresse à l'enfant, le contact physique, éventuellement même la fellation faite à l'enfant. On n'est pas du tout dans la même notion. Et on arriverait, si on suit en état le gouvernement dans ce qui a été dit tout à l'heure par la garde des Sceaux, à ce qu'il y ait moins de répression pour des actes sexuels de cette nature
imposé à des enfants. Donc on va à l'encontre de ce que le président de la République lui-même a dit au lendemain de ce qui a scandalisé tout le monde, c'est-à-dire cet acquittement aux assises et puis cette poursuite par le procureur de l'Essonne en correctionnel. Et on sent bien que c'est des sujets compliqués, il faut bien le dire, très compliqués. C'est un sujet sensible et compliqué. Sur les droits de la défense, est-ce qu'il serait justement un peu remis en question si on fixait un seuil, justement? Ce qu'il est important, c'est de ne pas créer de présomption de culpabilité. La notion pivot de la procédure pénale en France, c'est la présomption d'innocence et c'est à l'accusation de prouver la culpabilité de la personne qui est poursuivie. Après, il appartient au législateur de fixer les éléments constitutifs des crimes et des délits et de préciser que dans tel cas, il y a crime ou pas. Ce qui est important aussi, c'est que les droits de la défense permettent à la personne de se défendre en disant, par exemple, que l'élément intentionnel du crime, c'est-à-dire la volonté, fait défaut, peut-être parce que, par exemple, elle ignorait l'âge du mineur ou que l'acte n'a pas été commis. Mais il est absolument indispensable que... quand on parle de présomption, la présomption ne soit pas, comme on dit, irréfragable, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas rapporter la preuve contraire. Il faut aussi éviter, à mon sens, de créer une présomption qui serait qu'une présomption simple. Parce qu'une présomption simple, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de le préciser, la présomption simple ne peut se concevoir en matière pénale qu'à titre tout à fait exceptionnel. Et actuellement, c'est prévu dans notre code pénal pour des infractions au code de la route, comme le problème de stationnement. Et le Conseil constitutionnel pose des conditions très, très strictes dans cette matière. Donc à mon sens, il faut éviter de créer une présomption de culpabilité. En tout cas, il est impossible de créer une présomption irréfragable. Oui. Laure Salmona, on ne peut pas créer non plus, c'est ce que nous indique Jackie Coulon, de présomption de culpabilité. Mais on peut créer un crime de viol sur mineur, en fait, tout simplement, sans entrer dans des débats sur la présomption. Enfin, en tout cas, ça a été fait dans plusieurs pays européens, notamment en Angleterre, en Espagne, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, au Danemark, etc. Des seuils entre 16 et 14 ans. Il n'y a pas eu de problème avec la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne vois pas ce qui empêcherait, en fait, au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, de les protéger. Parce qu'aujourd'hui, avec l'atteinte sexuelle, en fait, qui pose un interdit d'actes sexuels entre un adulte et un enfant, mais n'en fait pas, ne le criminalise pas, n'en fait ni une agression sexuelle ni un viol, on considère quelque part l'enfant comme un complice de ce délit. Donc, pour la reconstruction de l'enfant, c'est vraiment terrible. Et les correctionnalisations en atteinte sexuelle, c'est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les viols sur mineurs, c'est plus de la moitié des plaintes instruites qui vont être correctionnalisées. Donc il faut une vraie volonté politique de changer la société et d'avoir une justice et une loi qui protègent les enfants. Sur justement la moitié des plaintes. Je n'ai pas les chiffres très précis en la matière. Il est vrai qu'il y a un certain nombre de correctionnalisations. Les unes sont décidées dans l'intérêt des victimes, parce que ça évite la comparution de la victime devant la cour d'assises, qui est toujours traumatisante. Traumatisante parce qu'il y a ce décorum de la cour d'assises, la procédure extrêmement lourde, procédure orale, donc qui oblige la victime à exposer oralement tout ce qu'elle a subi. Ça ravive toujours le traumatisme. Mais dans un certain nombre de cas, c'est la motivation pour éviter la correctionnalisation. Alors, Jackie Coulon, avant de poursuivre ce débat, on retourne, vous le savez, c'est le principe de cette émission, salle des conférences, où nous attend Saveria Rogiac pour une réaction aux côtés. C'est l'ancienne ministre des Droits des Femmes, la sénatrice socialiste de l'Oise, Laurence Rossignol. Absolument. Bonjour Laurence Rossignol. Bonjour. Vous venez de le dire, ancienne ministre, bien sûr, des droits des femmes. On a, après l'ouverture de cette séance, une surprise. Le gouvernement qui fait le choix d'abandonner le délit, la création de ce délit d'atteinte sexuelle sur mineur avec pénétration. Votre réaction, vous y étiez bien sûr très opposé. Oui, c'est une décision raisonnable qu'a pris le gouvernement. Cette incrimination nouvelle, qui restait dans le domaine délictuel, aurait pu avoir comme conséquence, et je pense que c'était involontaire de la part du gouvernement, de correctionnaliser massivement les viols sur mineurs. Donc c'est une bonne chose que cette infraction soit retirée. Pour autant, maintenant, il ne reste pas grand-chose dans ce fameux article 2. Exactement. L'article 2, aujourd'hui, il n'est pas assez protecteur des mineurs victimes de viol, ou il l'est ?
Il ne l'est pas assez parce qu'il ne crée pas ce que beaucoup d'associations, d'experts et aussi les Français, si j'en crois un dernier sondage, demandent, c'est-à-dire une criminalisation systématique des relations sexuelles avec pénétration entre un majeur et un enfant de 12 ans et en dessous de 12 ans. Pourquoi, selon vous, le gouvernement a fait ce choix d'abandonner cette correctionnalisation de ce délit ? Pourquoi ils ont fait ce choix-là ? Parce que le choix de l'abandon de la correctionnalisation du délit est lié au fait qu'il y a eu une très grosse mobilisation de la société civile et des associations. Donc c'est face à la polémique. Avec ce risque de correctionnalisation des viols sur mineurs. Et le gouvernement s'est probablement rendu compte que le risque sous-estimé au départ existait et en tout cas qu'il y avait un énorme malentendu avec les associations. Il a voulu y mettre fin. Selon plusieurs sondages, les Français seraient majoritairement favorables à une loi sur un âge de consentement sexuel des mineurs. Est-ce que vous allez tenter de faire voter ça ? Oui, je vais déposer avec plusieurs de mes collègues un amendement qui dit très clairement qu'une relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 13 ans est un crime de violence sexuelle sur enfant qui doit être puni de la même peine que le viol sur mineur. Aujourd'hui, est-ce que la justice échoue à protéger les enfants ? C'est le constat terrible que font plusieurs associations. Oui, mais je ne mettrai pas ce constat uniquement au débit de la justice. Ce n'est pas que la justice qui échoue, c'est nous tous, ce sont les services sociaux, c'est la protection des enfants, c'est tout ce qui doit se passer en amont, parce que la justice, elle intervient quand le crime ou le délit est déjà commis. Or, ce que nous voudrions, c'est que les enfants ne soient pas agressés sexuellement par les adultes, et je rappelle que l'immense majorité des agressions sexuelles sur les enfants ont lieu dans la sphère familiale. Donc, ce qu'il faut, c'est briser le mur du silence. Et j'avais dit à l'époque, quand j'avais présenté le premier plan interministériel de lutte contre les violences faites aux enfants, qu'il fallait ne pas hésiter à dénoncer quand on sait ou qu'on se doute de ce qui se passe derrière les murs d'une famille. Un dernier mot, une dernière question, Laurence Rossignol, sur la présomption de contrainte. Il y a eu des divergences ici au Sénat entre la Commission des lois et la délégation aux droits des femmes sur cette présomption de contrainte en cas de relation sexuelle entre un majeur et un mineur, et ce, quel que soit l'âge du mineur. Quelle est votre position là-dessus ? Ma position, c'est qu'il serait bien que l'on retire du projet de loi la référence au discernement ou à la maturité sexuelle de l'enfant. Pour ma part, je pense qu'il n'y a pas lieu à discuter du consentement, du discernement, de la maturité sexuelle d'un enfant de 12 ans qui aurait eu une relation sexuelle avec un adulte. Un mineur est un mineur, un enfant est un enfant, on ne touche pas aux enfants. Il n'y a pas de consentement dans le cas d'un enfant. Il n'y a pas de consentement possible, on ne peut pas en discuter. Très bien, merci beaucoup. Merci. Laurence Rossignol d'avoir répondu à la question. Merci beaucoup. Merci à vous, Saint-Vérien, pour cette réaction en direct. Jacques Bigot, on vient d'entendre Laurence Rossignol. Vous souscrivez pleinement à ce qu'elle vient de dire, justement, sur tout ce qui était présomption de contrainte, notamment. On sait que ça avait été envisagé par le Sénat. Mais je pense que clairement, nous allons tout à l'heure nous battre sur l'amendement que nous avons déposé pour effectivement que soit reconnu ce crime. Et j'espère effectivement qu'il y aura une majorité au Sénat pour ça. Parce que sinon, cette loi n'aura aucun intérêt. Ce qu'a annoncé le président de la République à la fin du mois de novembre 2017 ne sera pas fait. Et on sent bien qu'il y a eu des tergiversations de la part du gouvernement. Ce que je ne critique pas parce qu'on est sur des sujets juridiquement complexes, difficiles. Et puis il ne faut pas oublier, et ça c'est le problème, c'est que même quand des faits sont dénoncés, la preuve de ces faits n'est pas toujours simple à apporter. On se situe dans une relation entre deux personnes, c'est la déclaration de l'un contre l'autre. Et Laurence Rossignol a raison de dire que ça se passe souvent dans des sphères familiales. C'est pas forcément des relations incestueuses, hein. Ça peut être un enfant, un jeune majeur par rapport à une enfant dans une famille recomposée, des choses comme ça. Et il faut que ça puisse être, que la parole soit donnée, que la prévention soit faite dans l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est évident parce qu'on voit très bien que des enfants qui ont subi ça sont traumatisés à vie et que ce traumatisme peut réagir des années plus tard. Et justement, vous me faites ma transition, puisqu'il y a aussi dans ce projet de loi, Dominique Vérien, des dispositions qui allongent la prescription pour laisser le temps aux victimes de porter plainte. On a vu dans le reportage précédent d'Audrey Vuettaz certaines victimes qui estiment que 30 ans, ça ne suffit pas. Il faut aussi beaucoup de temps. C'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique quand on a subi un viol dans son enfance pour en prendre conscience et pour pouvoir justement aller porter plainte. Là, on sait qu'il y a aussi des amendements au Sénat pour bien allonger ce délai. Alors, c'est vrai... Il y a quelque temps, quand on parlait de 30 ans, c'était inadmissible. Aujourd'hui, on parle d'imprescriptibilité et on sent qu'on n'est pas forcément encore mûr pour y aller. 30 ans, c'est déjà une première étape. Donc aujourd'hui,
pour la délégation des droits des femmes, il est clair qu'on n'a pas pris position. On trouve que 30 ans, c'est bien. Après, voilà, le débat doit avoir lieu. Aujourd'hui, ma religion n'est pas totalement faite. Par contre, je vais quand même juste revenir un tout petit peu sur l'enfant et sur les 13 ans et sur l'anticonstitutionnalité qu'on nous impose pour dire que, effectivement, on peut toujours dire... Le coupable, l'accusé peut toujours se défendre en disant qu'il ne connaît pas l'âge. Et quant à l'intentionnalité, puisqu'il faut aussi prouver une intentionnalité, et c'est vrai que Laurence Rossignol l'a dit, ce qui a, j'ai entendu dans les rangs quelques personnes éventuellement choquées, c'est assez rarement intentionnel que de se retrouver dans le corps d'un enfant, que ce soit son anus, sa bouche. Et donc, il est très très important vraiment de faire que ce soit un crime et qu'on le punisse, mais qu'on n'ait pas à demander à l'enfant son consentement, puisqu'on sait bien que même quand un enfant dit oui, il n'a pas de notion de ce que ça peut vouloir dire derrière pour lui, et malheureusement, ça peut être très grave pour lui. Alors Salmona, j'en reviens à cette question de la prescription et de tout ce qui est amnésie traumatique. Il y a aussi cette crainte, et on en a déjà parlé sur ce plateau, que les victimes, ça suscite beaucoup d'espoir aussi du côté des victimes, alors qu'on a, en absence de preuves, justement, des difficultés à condamner les auteurs de ces viols. De toute façon, il y a toujours des difficultés, mais ce qui se passe, c'est qu'il faudrait vraiment que l'amnésie traumatique soit considérée comme un obstacle insurmontable permettant de suspendre la prescription. C'est 40% des victimes de viols dans l'enfance qui ont des amnésies totales. Et 60% des amnésies partielles qui peuvent durer jusqu'à 40 ans après les faits. Donc il est très important qu'elles aient en fait les mêmes chances que d'autres victimes qui n'ont pas ces amnésies et qu'elles soient égales en fait devant la loi et qu'elles puissent elles aussi porter plainte. Pour revenir également sur le seuil d'âge du consentement, je pense qu'il est aussi très important de protéger les enfants qui sont particulièrement vulnérables parce qu'ils sont victimes d'inceste en raison d'un handicap ou parce qu'ils sont victimes de personnes ayant autorité, et de remonter le seuil de consentement jusqu'à l'âge de 18 ans. Parce qu'on sait que pour les enfants, par exemple, qui sont victimes d'inceste, c'est vraiment très compliqué de donner un consentement libre et éclairé. Jackie Coulon, sur la question de la prescription et de l'amnésie traumatique. Oui, et évidemment, on a déjà eu l'occasion de le dire, plus le temps passe, plus les choses sont difficiles à prouver. Déjà, quand on est très peu de temps après l'infraction, parfois c'est difficile à prouver. Quand on est 20 ans, 30 ans, 40 ans, puisque le délai de prescription commence à courir à partir de la majorité de la victime. Donc lorsqu'on est 40 ans après les faits, et s'il y a eu amnésie traumatique, qu'on arrive à la prouver, la difficulté, c'est que la défense tirera argument de cette amnésie traumatique pour dire il y a eu amnésie traumatique pendant tant d'années, mais est-ce qu'il n'y a pas une erreur sur ne serait-ce que l'auteur des faits? La victime pense que l'auteur est son beau-père, mais en fait non, c'était la personne qui vivait auparavant avec sa mère, et le temps est passé tellement depuis ce temps-là. Elle avait 7 ou 8 ans au moment des faits, et finalement la victime va se sentir victime parce qu'elle, en elle-même, elle est victime, elle subit un traumatisme indiscutablement, et devant la justice, on va dire, il y a un doute sur l'identité de l'auteur, non seulement sur ce qui s'est passé, mais sur l'identité de l'auteur. Et finalement, on aboutira à une absence de condamnation. Donc 30 ans, c'est qui va être très mal ressentie. 30 ans, c'est déjà beaucoup. Plus, ça me paraît excessif. Jacques Bigot, sur ce point. Je pense que, moi, la crainte que j'ai, c'est qu'on donne aux victimes des illusions. D'abord, effectivement, il y a dans le projet de loi issu de la Commission, il y a un article qui prévoit effectivement que selon une expertise, si l'amnésie traumatique est prouvée, ça sera un obstacle de fait pour la révélation de l'infraction. Ça veut dire qu'on est déjà sur une expertise scientifique, médicale, technique, sur laquelle il n'y a pas de certitude absolue sur la notion d'amnésie traumatique. Donc c'est déjà un premier obstacle. Ensuite, il faudra apporter la preuve. Et imaginez des années plus tard, parce que l'idée là, ce serait de dire qu'on peut dépasser même les 30 ans. Lorsqu'il s'agit d'un enfant mineur, à supposer que la personne ait même 10 ans, on va remonter... à partir de ses 18 ans, on arrivera à un âge où manifestement, si l'auteur de l'infraction vit encore, il aura un tel âge que de toute manière, il ne restera rien de cette affaire. Donc on va donner l'illusion
à la victime qu'elle va pouvoir surmonter son statut de victime. Or, ce qu'il faut faire, c'est que si effectivement la personne, comme on a vu tout à l'heure dans le reportage, se révèle ça, il faut l'aider à surmonter son statut de victime. Et je pense que ce n'est pas l'hypothèse difficile d'une condamnation qui réglera son problème. Pour le reste, mon groupe suivra cette prescription à 30 ans. Je pense qu'on a voté un texte il y a à peine un an sur la prescription, en février 2017. Je pense qu'il faut s'en tenir là. À titre personnel, je ne suivrai pas ce vote, mais effectivement, on va aller une prescription de 30 ans. Oui, il y a un amendement par contre qui est très intéressant, qui est de dire que ce serait bien malgré tout que la personne puisse être entendue de telle sorte que la victime puisse aussi être confrontée à son éventuel violeur et surtout que l'on puisse faire une enquête parce qu'un violeur est rarement un violeur unique, enfin a rarement qu'une seule victime et donc ça permettrait éventuellement de retrouver des faits qui se seraient déroulés et qui eux ne seraient pas prescrits. Mais ce sont des amendements, pour l'instant ils ne sont pas passés. Ça c'est un amendement très intéressant qui permettra quand même à la victime d'être entendue. Alors, pas reconnu judiciairement, mais entendu. Et puis il y aura des vérifications qui pourront être utiles après. Eh bien, merci à vous, Jackie Coulon. Merci, Laure Salmona. Merci, Dominique Vérien. Merci, Jacques Bigot. Je vous laisse regagner l'hémicycle du Sénat où l'examen de ce texte se poursuit. Je vous le disais en titre, il n'y a pas eu d'accord entre députés et sénateurs lors de la commission mixte paritaire sur le projet de loi Asile et Immigration. On retourne salle des conférences pour une réaction avec vous. Saveria Rojek, vous êtes avec le sénateur socialiste Jean-Yves Lecomte. Absolument. Bonjour Jean-Yves Lecomte. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Vous me l'expliquiez à l'instant, cet échec de la commission mixte paritaire, c'est avant tout un échec politique. Oui, enfin échec politique, je ne sais pas s'il y a échec politique, mais en tout cas, c'est plus pour des raisons politiques que des raisons techniques. J'allais dire que la majorité sénatoriale et le gouvernement, et la majorité de l'Assemblée nationale ne se sont pas mis d'accord. Est-ce à dire que députés et sénateurs auraient pu trouver un accord ? Écoutez, lorsqu'on retire du texte qui est sorti du Sénat, j'allais dire les marqueurs habituels de la droite quand elle est dans l'opposition, l'aide médicale d'État, les quotas, les laissez-passer consulaires et tout ça, quand on tire toutes leurs lubies habituelles quand ils ne sont pas aux responsabilités, finalement, on s'aperçoit qu'entre le texte du gouvernement et le texte de la droite sénatoriale, il n'y a pas énormément de différence. Parce qu'ils n'ont pas exprimé des préoccupations et des volontés différentes au moment du débat. Mais alors pourquoi cet échec ? Cet échec, je crois que chacun préfère trouver, la droite sénatoriale préfère rester dans ses murs, et puis finalement ça donne aussi à la majorité de l'Assemblée nationale le beau rôle en disant regardez maintenant le Sénat a durci sur un certain nombre de points et nous on va faire revenir, ils vont pouvoir prétendre faire un texte plus équilibré, alors que finalement sur le fond ils sont d'accord. On a bien vu à la commission mixte paritaire. Sur la question du délit de solidarité, sur la question du droit des enfants, sur l'interdiction des enfants en CRA, sur la question des droits des demandeurs d'asile, des délais, il n'y a pas de différence. La rétention administrative, c'était une des mesures phares également de la droite sénatoriale. Oui, mais en fait, sur la rétention administrative, la droite sénatoriale fait 90 jours, le gouvernement fait 90 jours, ils sont d'accord. Ils sont d'accord. C'est la gauche qui a proposé des choses différentes. Et nous avons essayé de dire plusieurs fois, regardez ce qui se passe dans d'autres pays. Notre norme en France, c'est de dire on ne peut pas éloigner une personne sans la mettre en centre de rétention. C'est tout le contraire de ce que font nos partenaires européens qui arrivent à éloigner mieux en enfermant moins. Mais quand la droite répond, ce qu'attendent les Français veulent une politique migratoire plus ferme, c'est ce que nous leur avons proposé avec ce texte. Écoutez, il y a deux types de personnes, deux types de responsables politiques. Il y a ceux qui suivent l'opinion publique et ceux qui sont des responsables politiques. Ceux qui sont des responsables politiques, ils ne regardent pas un problème en se disant comment l'opinion publique pense qu'il faut le gérer, mais en regardant vraiment les choses, en essayant de les analyser pour trouver vraiment les solutions et convaincre l'opinion publique de suivre. Ils ont à l'évidence fait le choix de développer les peurs, de s'appuyer sur ces peurs pour ne pas proposer une politique qui, effectivement, aujourd'hui, la principale préoccupation de l'Europe sur ce sujet, c'est son manque de résilience. C'est l'incapacité de l'opinion publique d'accepter que, compte tenu de la situation actuelle du monde, il y a un certain nombre de migrations qui sont qui sont inévitables, qu'il faut pouvoir s'adapter, et que finalement les sollicitations auxquelles sont soumises l'Europe sont assez faibles par rapport à celles auxquelles sont soumises beaucoup d'autres parties du monde, et en particulier les pays du Sud. Et donc il faut essayer, tout en faisant au mieux pour pouvoir intégrer, et pour intégrer, il faut se baser sur l'égalité de droit. Jean-Yves Lecomte, quand la gauche et la gauche de la gauche explique que c'est un texte indigne des valeurs de la France, un texte qui s'attaque au droit d'asile, vous reprenez ces termes à votre compte également ?
J'avais même proposé de changer le titre de la loi, parce que puisque Gérard Collomb veut faire du benchmarking, je propose la même chose. Je vais l'aider. S'il veut montrer aux gens que le texte est dur pour les demandeurs d'asile, disons carrément texte visant à renier les engagements de la France vis-à-vis du droit d'asile et rendre les conditions d'accueil et d'intégration des étrangers plus difficiles en France. C'est l'objectif du texte, disons-le. Très bien, c'est dit. Merci beaucoup. Merci Jean-Yves Lecomte d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria. On retrouve à présent Tam Tranui dans l'hémicycle du Sénat. Tam, hier, c'est le projet de loi qui vise à lutter contre la fraude fiscale qui a été adopté en première lecture par le Sénat. Le Sénat qui a un petit peu desserré le verrou de Bercy sans vraiment réellement le supprimer. Oui, effectivement, le Sénat a aménagé le verrou de Bercy, ce dispositif qui donne à l'administration fiscale le monopole de l'engagement des poursuites en matière de fraude fiscale. En clair, en la matière, le juge n'examine pas seul les dossiers, il ne s'en saisit pas seul, il faut qu'il lui soit impérativement transmis par Bercy. C'est une spécificité française qui est très critiquée, accusée d'opacité. La commission des finances du Sénat a voulu y remédier partiellement. Écoutez à ce propos Albéric de Montgolfier, sénateur Les Républicains et rapporteur général du budget. Donc je pense qu'on arrive à quelque chose qui est équilibré, qui va faire qu'il y aura plus de dossiers qu'aujourd'hui, pas forcément des milliers en plus, on devrait arriver à peu près à 1500 dossiers, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on aura les dossiers les plus gros, les plus caractéristiques d'une fraude, en ayant la certitude que pour ces dossiers, ils passent tous concrètement au procureur de la République. Alors je précise que la Commission a prévu que les dossiers de fraude soient automatiquement transmis au parquet dès lors qu'ils remplissent 3 critères cumulatifs, plus de 80% de pénalités à un montant élevé de fraude aux alentours de 100 000 euros et des faits réitérés ou un comportement aggravant. Le gouvernement d'ailleurs a donné son accord à la position de la Commission. La gauche, elle, critique ce qu'elle considère comme un simple aménagement au verrou et pas une suppression. Écoutez la socialiste Sophie Taillé-Polian. Non, aujourd'hui, tel qu'il est rédigé, le texte ne supprime pas le verrou de Bercy. Ce verrou de Bercy qui conduit par son opacité à une suspicion qui pénalise notre débat démocratique, qui pénalise aussi la lutte contre la fraude fiscale. La gauche, elle, je le précise, voulait remplacer le verrou de Bercy par un examen conjoint des dossiers par le fisc et par le parquet. Elle était d'accord pour la mise en place de critères, mais de critères non cumulatifs. L'enjeu, c'est bien de se concentrer sur les plus gros fraudeurs et non pas qu'il y ait 15 000 dossiers qui soient transmis au juge au risque d'engorger la justice pour des sommes et des actes qui n'en vaudraient pas forcément la peine. Mais en tout cas, hier, le Sénat s'est contenté de la version de la Commission, c'est-à-dire, vous le disiez, un simple desserrage de ce verrou de Bercy. Merci à vous, Tam. Un plan pour sauver la biodiversité. Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, présente 90 actions pour lutter contre le déclin des espaces naturels et des espèces. Le détail avec Stéphane Amalian. Il a déjà manifesté son inquiétude au Sénat en mars dernier. Oui, l'érosion de la biodiversité, c'est un poison lent dans les veines de l'humanité. La réponse à cet enjeu universel n'est pas à la hauteur. 4 mois plus tard, Nicolas Hulot présente ces mesures et donne des chiffres alarmants. En 13 ans, les surfaces agricoles ont reculé de 20 937 km², quand les sols bétonnés ont progressé de 13 731 km². Face à ce phénomène, le ministre souhaite compenser les surfaces artificialisées en désartificialisant des zones de taille équivalente, sans donner plus de détails. Autre statistique inquiétante, 40% des espèces vivantes pourraient ne plus exister au milieu du siècle prochain. 33% des oiseaux de campagne ont déjà disparu en France depuis 1989. Le ministre propose de créer ou d'étendre 20 réserves naturelles nationales, de développer un réseau de 500 aires marines ou terrestres éducatives et de créer une application de type Shazam des plantes pour identifier les espèces animales et végétales. Dès l'an prochain, un parc national des forêts, le premier du genre, sera inauguré sur le plateau de Langres. Sur la question des océans, l'objectif zéro plastique rejeté d'ici 2025 a été fixé. Après les cotons-tiges, les sacs plastiques, les pailles et les touillettes seront interdits. Un plan national d'action pour les cétacés est également proposé pour réduire les échouages et les captures accidentelles.
Enfin, sur le plan agricole, les collectivités devront publier les quantités de pesticides utilisés sur leur territoire. 50 millions d'euros seront consacrés au soutien de l'agriculture biologique. Une rémunération sera aussi prévue pour les agriculteurs qui mettent en place des actions de protection de la biodiversité. Et on voit tout de suite comment ce plan biodiversité a été accueilli au Sénat avec vous, Saveria Rojek. Vous êtes avec le sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine, André Gattolin. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Le plan biodiversité de Nicolas Hulot, 90 mesures, 90 actions, plusieurs mesures phares, notamment zéro plastique dans les océans d'ici 2025 ou encore un Shazam des plantes. Quel est votre regard là-dessus? Vous êtes un ancien élu écologiste. Est-ce que ça ne fait pas un peu gadget, ces mesures? Non, précisément, moi je trouve que... Alors bien sûr, le Shazam, ça c'est de la communication, c'est de l'éducation du public. Mais globalement, c'est la première fois qu'on a un plan biodiversité aussi complet où toutes les dimensions sont prises. Et surtout, sur le fond, méthodologiquement, c'est un travail interministériel. C'est-à-dire que souvent, on confie avec des budgets réduits qui sont ceux de l'écologie, des missions très pointues et très spécifiques. Là, précisément, c'est d'engager tous les ministères, le ministère d'Agriculture, l'économie, tout le ministère de l'Éducation qui sont concernés. Et j'en discutais avec Pascal Canfin, qui est le président du WWF. Il me disait, honnêtement, c'est le plan le plus complet qu'on ait eu dans ce domaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat de Nicolas Hulot, du ministre? La situation est catastrophique sur le plan de la biodiversité. Oui, elle est catastrophique. On est exactement dans le même schéma que le changement climatique. C'est-à-dire que des tas d'actions humaines sont produites depuis des décennies, depuis un siècle. Le moment où les conséquences commencent à devenir visibles, c'est le moment où on atteint pratiquement l'irréversibilité. Aujourd'hui, on considère que le nombre d'espèces qui ont disparu depuis 100 ans a été multiplié de manière absolument incroyable, y compris en France. Et par ailleurs, on pense qu'il pourrait y avoir 40% des espèces vivantes connues qui pourraient être amenées à disparaître d'ici 2080. Alors en revanche, sur un autre sujet dans cette interview, Nicolas Hulot acte l'abandon de la réduction de 50% du nucléaire d'ici 2025. C'était inévitable? C'était fait par réalisme parce que la manière dont le précédent gouvernement, sous François Hollande, avait engagé cette mesure, l'avait faite sans même fermer une centrale nucléaire à la fin du mandat. Fessenheim avait été promis, reporté. Fessenheim va être fermé. Ça suppose une transition sociale, industrielle, parce qu'il faut bien dire qu'il y a une réalité aussi humaine derrière tout ça. Donc fermer 17 à 25 tranches, ça prend du temps, y compris en Allemagne. On le voit, la transition énergétique, avec la plus grande volonté, nécessite du temps. Il ne faut surtout pas renoncer, il faut être présent, mais il faut être aussi réaliste à un moment où on espère que l'économie va un peu redémarrer. Un dernier mot, André Gattolin. Le Sénat vient de voter la loi agriculture-alimentation. Oui. Pourquoi l'interdiction du glyphosate n'a-t-elle pas été inscrite dans cette loi? Ben ça, je suis content que vous me posiez la question parce que j'ai co-signé un amendement proposant son interdiction. Alors, il est très clair qu'on ne peut pas, d'ici à 3 ans, supprimer tout le glyphosate, mais les principales utilisations peuvent être utilisées et on pouvait se donner 2 ans de plus. Donc vous êtes contre la position du gouvernement là-dessus? Là-dessus, je pense que l'explication qui parle de surtransposition du droit européen me paraît un petit peu sibylline. Je pense qu'on va y arriver. Elle est rappelée dans les propositions qu'est en train de faire Nicolas Hulot, puisque ça va s'étaler jusqu'à 19h aujourd'hui. Il y a l'interdiction du glyphosate qui est prévue, mais aussi un fonds spécial pour trouver des alternatives, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dizaines de millions d'euros qui vont être engagés pour, dans les 3 années qui viennent, se mettre en position de supprimer le glyphosate. Très bien, merci beaucoup. Merci André Gattolin d'avoir répondu à la question. Merci. Merci à vous, Saveria. On le sait, les voyages forment la jeunesse, mais ils préparent aussi parfois les retraites. 2 sénateurs se sont rendus dans 4 pays européens pour étudier les différents systèmes de retraite, de la répartition à la capitalisation. Pour eux, pas question d'importer un modèle clé en main en France, même s'il faudra fatalement relever l'âge de départ légal à 63 ans. Quentin Calmy. Ils sont allés en Suède, pays de référence selon les sénateurs, mais aussi en Italie, en Allemagne ou au Danemark. Dans ces pays, René-Paul Savary et Jean-Marie Van Leeuwenberg sont allés chercher des solutions pour améliorer la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. À la clé, une dizaine d'enseignements. Ce que nous avons voulu, c'est nous rendre compte dans des pays qui avaient fait une réforme systémique
souvent en point de leur système de retraite et qui étaient proches de nous en termes de développement. Comment cette réforme avait été entreprise et comment aujourd'hui elle était vécue. Selon les sénateurs, le projet du gouvernement, toujours en cours de négociation, ne doit pas éluder certaines questions. Ainsi, pourquoi pas ouvrir la porte à une part de retraite par capitalisation, en plus de la gestion par répartition du système de base. Autre enseignement des sénateurs, pour assurer l'équilibre financier des régimes de retraite, l'âge minimum de départ à la retraite ne pourra pas rester à 62 ans. Les sénateurs préconisent de passer à 63 ans. Nous pensons, nous au Sénat, qu'il faudrait, pour l'horizon 2021-2022, passer à 63 ans. Une idée déjà écartée par le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye. Avec cette interrogation, que retiendra-t-il des remarques des sénateurs? Ces premières annonces sont attendues pour l'hiver prochain. Et on ouvre le second débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'accueille Mireille Vandenberg. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Journaliste à l'opinion, vous êtes en charge de la protection sociale. Bienvenue à vous. Sylvie Vermeillet est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes sénatrice Union centriste du Jura, membre du Conseil d'orientation des retraites et vous êtes rapporteur spécial sur la mission régimes sociaux et de retraite et pour le compte d'affectation spéciale pension. Yannick Vaugrenard est également avec nous. Bonjour, vous êtes sénateur socialiste de la Loire-Atlantique et puis René-Paul Savary. Bonjour, merci d'être avec nous, sénateur LR de la Marne. C'est vous qui, avec Jean-Marie Van Lerenberg, êtes allé dans ces 4 pays européens. On l'a vu, la Suède, l'Italie, l'Allemagne, pour observer les conditions finalement des réussites dans lesquelles ces pays ont mené à bien à leur réforme systémique. Comment peut-on s'en inspirer? Effectivement, nous sommes allés voir ce que l'on pouvait faire, mais également ce que l'on ne devait pas faire. Et on voit bien qu'il existe dans chaque pays une certaine culture. Par exemple, en Allemagne, le système de réforme a été fondé sur la cotisation, surtout ne pas l'augmenter pour rester compétitif. En Suède, par contre, sur le bien-être au travail, n'a aucun état d'âme à augmenter l'âge de la retraite, tout le monde est d'accord, puisque quand on est au travail, on vit bien, et que le passage ensuite, avec même une espérance de vie en bonne santé tout à fait intéressante, est dans leur tête pas un problème de société, tandis qu'en France, les problèmes sont complètement différents. De même, on a vu que les systèmes complémentaires étaient en capitalisation, ce qui n'est pas le cas du tout en France. Donc je pense qu'il faut retenir qu'il y a à chaque fois un modèle, et qu'une réforme qui peut être techniquement intéressante, n'est pas forcément politiquement applicable. Yannick Vaugrenard, c'est vrai que la proposition des sénateurs Van Lerenberg et Savary, ce n'est pas forcément d'importer un modèle clé en main, puisqu'il y a des disparités de démographie, ça a été rappelé notamment. Quel regard portez-vous sur justement cette méthode de comparaison? Le fait que 2 parlementaires aient regardé ce qui se passe à l'étranger pour essayer de s'en inspirer ou pas, c'est quelque chose, je dirais, une démarche qui est intéressante. C'est une démarche de 2 sénateurs qui ont pris cette initiative. Donc ça ne veut pas dire que le Sénat est d'accord avec les propositions qui seront faites. Il y a eu un engagement du président de la République actuelle pendant la campagne électorale qui était de ne pas augmenter l'âge de départ à la retraite. Donc je pense que nous sommes dans une période où les responsables politiques sont suffisamment émis sujet de doute, de non-respect de la parole donnée, pour considérer que ça doit être respecté. Le deuxième point, c'est que l'histoire... C'est-à-dire que vous êtes contre, justement, le relèvement à 63 ans de l'âge légal de départ à la retraite? Avant la fin du quinquennat, oui. Parce que les promesses doivent être retenues. Ça ne signifie pas qu'il ne faille pas négocier avec les partenaires sociaux, avec les responsables gouvernementaux, pour voir comment on peut faire, parce qu'il y a une évidence. À partir du moment où l'espérance de vie croît de manière relativement conséquente, il est logique qu'à un moment donné, mais en fonction des métiers exercés. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui est dans un bureau toute sa vie et quelqu'un qui est maçon toute sa vie a la même espérance de vie. C'est une évidence. Et donc, il doit y avoir un calcul ou il y a une volonté de l'exécutif de planifier, justement, d'unifier les régimes différents. Sylvie Vermeillet, que pensez-vous de cette proposition? Ça a été rappelé de ces 2 sénateurs d'augmenter, finalement, de relever. C'est pas la proposition qu'on a fait, c'est le constat que c'est un critère parmi d'autres. Hein. Attention, on n'a pas proposé, nous, c'est pas notre rôle. Une préconisation, on va dire. Non, pas du tout, pas du tout. Excusez-moi, il faut préciser les choses. On a remarqué qu'ailleurs, dans les pays européens, il y avait un niveau plus élevé. Le Sénat avait déjà fait ce type de proposition. Nous, on n'est qu'à examiner des critères. Hein, on ne sait pas ce qui sera proposé, donc on ne se permet pas de faire des propositions. Alors, Sylvie Vermeillet,
malgré tout. Je crois que l'âge de départ n'est pas la question actuelle, effectivement. Je crois que la réforme, elle est nécessaire. Il y a aujourd'hui 35 systèmes de retraite différents, avec des régimes spéciaux, avec des cotisations absolument différentes les unes des autres, des rendements complètement différents pour des temps de travail équivalents. Donc la réforme, elle est nécessaire et du coup, on se rend compte en essayant d'approfondir les choses que nous avons énormément de défis techniques et sociétaux à résoudre si on aborde cette réforme de la retraite. Effectivement, ça a été abordé, la question de dire on met en place un système à points avec des rendements équivalents. Très bien. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait des sujétions spéciales, du risque personnel hospitalier, les militaires? Comment est-ce qu'on aborde ces sujétions spéciales? C'est un des premiers points. Quel sera le niveau de la solidarité? Les minima de pension, minimum vieillesse, comment est-ce qu'on assurera tout ça? On rentre déjà dans des débats techniques, mais aussi sociétaux, parce que la solidarité, les Français y sont extrêmement attachés. Mireille Wijnberg, vous avez lu, vous aussi, ces préconisations du Sénat. Qu'en avez-vous pensé? Écoutez, j'avais envie de dire, c'est un rapport qui pose finalement les questions qui fâchent. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous dit le gouvernement et ce que nous a dit Emmanuel Macron, c'est qu'il veut faire cette grande réforme systémique. Systémique, ça veut dire qu'on change de système. On passe d'un système en trimestre, comme c'est aujourd'hui, à un système en points. Donc on bascule. Et le président nous dit, enfin depuis là, il l'a théorisé pendant la campagne, je ne fais pas cette réforme pour remettre le système à l'équilibre, je fais cette réforme pour insuffler de l'équité dans le système, parce qu'on a effectivement 42 régimes de retraite. Pour les mêmes choses cotisées, on n'a pas du tout les mêmes droits, ça ne fonctionne pas bien. Ça, c'est une chose. Il nous dit ça, le président, en 2017, quand il fait son rapport. À ce moment-là, si vous vous souvenez, Marisol Touraine disait « mais il n'y a plus de problème, les retraites sont sauvées ». Alors, je ne sais pas si les économistes qui ont fait son programme se sont inspirés des rapports du corps de l'époque, du Conseil d'orientation des retraites, mais aujourd'hui, finalement, il apparaît qu'il y a des problèmes financiers, alors beaucoup moins importants que par le passé, mais il y en a malgré tout quelques-uns qui vont réapparaître. Là, 2017-2022, on est assez tranquille, le système est quasi équilibré. Mais dès 2022, on repart, alors après ça dépend des taux de croissance, mais au moins jusque 2036, vraiment dans le meilleur des cas, avec un besoin de financement, donc avec des régimes en déficit. Ça, c'est de la dette tous les ans, vous voyez, c'est bon. Et alors du coup, on se dit, mais alors ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on règle cette question ou pas? Alors c'est difficile de régler cette question en même temps. Pourquoi? Parce que ça équivaut à faire finalement deux réformes des retraites. Une réforme paramétrique comme avant pour mettre le système à l'équilibre et une réforme systémique comme ce qu'il veut aujourd'hui pour changer de système. Donc ça, c'est la question. Yannick Vaugrenard. Oui, ça chacun le comprend. C'est pas qu'un problème technique. C'est un problème profondément politique. Oui. Au sens où il faudra faire des choix qui seront peut-être difficiles, douloureux, courageux. Le choix en fonction des métiers qui ont été réalisés pendant tout son parcours professionnel. Le choix également entre retraite par répartition ou par capitalisation. Moi, je suis hostile à la retraite par capitalisation. On va y venir. Je suis convaincu que le principe de retraite par répartition est un principe de solidarité et d'égalité, qui est plus que l'équité selon moi. Et c'est ce sur quoi nous sommes assis finalement, le régime social. Et le fait que la France souvent est enviée par sa protection sociale, je pense qu'il faut être ferme sur ces principes-là. Après, discutons très tranquillement de l'évolution. Puisqu'on a parlé de la vision du chef de l'État sur cette réforme des retraites, je vous propose de le réécouter. C'était lors du congrès de la Mutualité. Écoutez tout de suite. Sur le grand âge, la réponse, et donc sur la retraite, la réponse, c'est évidemment la refonte d'ensemble de notre système de retraite. Avec des principes que je veux là aussi clairs et simples. Je veux que nous puissions maintenir notre système de retraite par répartition et la solidarité entre les générations. C'est le choix qui a été fait, sur lequel je me suis engagé, et c'est le solidarisme qui est au cœur de notre République. Simplement, ce solidarisme complet, il va aussi avec la fin d'une société de statut. Et donc, il va vers un système que nous sommes en train de construire, de négocier, de concerter, qui permettra qu'un euro cotisé donne le même montant de droits.
Et donc que nous fassions progressivement converger l'ensemble des régimes existants qui s'étaient construits dans des différences aujourd'hui devenues inexplicables. René-Paul Savary, on entend clairement le chef de l'État écarter justement ce recours à un système par capitalisation. Oui, non, mais tout à fait. Mais c'est tout à fait légitime que quand on remet un système à plat, on se pose la question. Les partenaires sociaux ne sont pas du tout prêts. Personne n'est prêt. Moi, je n'ai pas prôné la capitalisation. Je dis simplement... Mais vous avez observé qu'au Danemark, ça a fonctionné ? Quand on regarde au Danemark, en Italie, en Allemagne, en Norvège, ils ont un système complémentaire par capitalisation géré par les partenaires sociaux, dont acte. Ça s'arrête là. On ne peut pas écarter, on ne peut pas élucider les problèmes, sinon ce serait tromper les Français. Donc le but de notre rapport, c'est effectivement d'exposer des questions qui peuvent fâcher. Autant qu'on se les pose avant, que quand il sera trop tard et que la société sera effectivement, par rapport aux propositions, dans une humeur explosive. Donc je pense que c'est un vrai problème sociétal qui touche les jeunes, politique de la natalité, parce qu'on voit bien qu'en Allemagne, par exemple, où il n'y a pas d'enfants, ils n'arrivent pas à équilibrer leur système de retraite, et en Italie, c'est pareil, mais également politique des actifs, puisque les taux de cotisation sont à voir, c'est pas le tout, mais également les retraités, puisque le niveau de vie des retraités est par rapport aux autres pays plus important, et il nous appartient dans le système quand même d'y être attentif par définition. Il y a un risque de fabriquer aussi des retraités pauvres. Hein, eh oui, c'est pour ça qu'on doit examiner toutes les pistes et ne fermer aucune porte. Sylvie Vermeillet, sur ce point, on va fabriquer des retraités pauvres ? On va fabriquer des retraités pauvres, ça dépend du système qui est mis en place. Forcément, dire aujourd'hui que l'euro cotisé va donner les mêmes droits, moi je pense malgré tout qu'il y aura toujours... Alors il est prévu aussi que ce soit l'ensemble du salaire qui soit pris en compte et sur une carrière complète, plus sur une question de 25 meilleures années, a fortiori les 6 derniers mois de salaire. Donc il y aurait quelque chose de plus long et de plus global. Mais je doute que la tentation ne soit pas très forte de mettre effectivement en place un système par capitalisation, parce que si les taux de cotisation sont plus faibles, vous n'empêcherez aucun salarié de vouloir se constituer une retraite complémentaire par capitalisation. Je pense que personne n'empêchera ça, surtout dans un pays où le taux d'épargne est déjà relativement élevé. Qui empêchera aujourd'hui un Français de flécher une partie de son épargne sur de la capitalisation ? Ouais. Mireille Weinberg, on sait qu'il y a aussi cette combinaison, ça a été rappelé dans le rapport du Sénat sur un peu de gestion par répartition pour le régime de base et puis capitalisation pour les régimes complémentaires. Alors là, c'est pas du tout... Enfin, la question de la capitalisation se posera dans un second temps. D'abord, il faut voir ce qu'on fait du régime de base. On a dit c'est un régime par répartition. On a beau changer de système, un régime par répartition, le nouveau système obéira exactement au même principe que ceux d'avant. C'est-à-dire pour le remettre à l'équilibre, il faudra... C'est les mêmes leviers. Ça ne change pas. Donc c'est le taux de cotisation, la baisse des pensions ou l'âge de la retraite. Ça, c'est clair. Ensuite, une fois qu'on a dit, on fait ce nouveau système, il faut simplement décider à quelle hauteur on cotise. C'est un peu compliqué, mais aujourd'hui, les salariés cotisent jusqu'à 8 plafonds de la Sécu. Ça veut dire jusqu'à je ne sais plus combien de salaires, mais c'est beaucoup. Tout le monde ne cotise pas à ce degré. Là, on dit, dans un régime unique, on voudrait bien qu'on cotise jusqu'à 10 000 euros. Ça veut dire que tous ceux qui gagnent 10 000 euros par mois vont cotiser pour ce régime unique. Mais quand on a dit ça, ça veut dire qu'il y a quasiment... Tous les salariés sont concernés. Ça veut dire que si on cotise tous sur l'intégralité de notre salaire, on n'a plus besoin d'un régime par capitalisation. Donc ça va dépendre finalement, en aura-t-on besoin ou pas ? Ça va dépendre où le haut-commissaire met la barre. Est-ce qu'on cotise à 1 plafond, 2 plafonds, 3 plafonds, 8 plafonds ? Et c'est en fonction de ça qu'on saura si c'est nécessaire. Plus c'est bas, si on cotise à un plafond, évidemment, il y aura plein de gens qui cotiseront, ils gagnent beaucoup plus. Donc ils vont dire, bah oui, mais il y a toute une partie de mon salaire sur lequel je ne cotise pas, du coup je vais avoir une toute petite retraite. Donc là, il faudra mettre en place quelque chose à côté. Et pour mutualiser les risques, c'est quand même pas mal de faire de la capitalisation. Ça, c'est mon avis. Maintenant, si on est à 3 ou 4 plafonds, il n'y a plus de place. Donc voilà. Ça va dépendre. C'est exactement ce que dit le rapport. Faut-il ou pas laisser de la place à la capitalisation ? Mais au jour d'aujourd'hui, on ne le sait pas. C'est pour ça qu'il faut toujours se poser le problème. Parce Vous que suggérez une réflexion sur ce la sujet, réforme est partie sans parler d'équilibre. Rapport de 2007, je partage le point de vue de madame, qui disait que le système était équilibré. Or, on s'est rendu compte ensuite qu'il n'y avait pas d'équilibre et qu'il fallait peut-être prendre des mesures. D'ailleurs, il y a eu là-dessus une évidence posée par
Puisqu'on rappelle les chiffres, les retraites, c'est la plus importante dépense sociale et publique de notre pays. On y consacre 315 milliards d'euros par an. Oui, c'est 14% de notre richesse nationale. Yannick Vaugrenard. Oui, mais je partage le point de vue de Jean-Paul Delevoye, qui est haut commissaire chargé de la réforme des retraites, et qui est hostile à ce principe ou cette hypothèse de régime par capitalisation, même si c'est complémentaire par rapport au régime de répartition. Parce que ça crée une inégalité de principe, alors que la retraite par répartition et le fait de cotiser, même si c'est cotiser plus pendant sa vie active, permet une forme de solidarité qui, selon moi, est importante et même essentielle, fondamentale. Il faut toujours se méfier d'un mot, des rapports quels qu'ils soient. Parce qu'on vit dans une société de communication où on a tendance à mettre des chiffons rouges et tout de suite ça s'emballe. Je ne dis pas que c'est l'objet des rapporteurs, mais automatiquement c'est comme ça. Et donc il faut, je pense, faire il faut aussi anticiper, c'est ce que nous dit en septembre René-Paul Savary. Oui. Mais on peut anticiper en prenant en considération l'ensemble des acteurs sociaux, patronaux, syndicaux, les responsables politiques également, pour prendre le temps de l'échange et des discussions, parce que si vous agitez un chiffon rouge au début de la discussion, après, tout est bloqué. Or, sur cette question-là, il ne faut rien bloquer, parce qu'il y aura probablement des évolutions qui seront importantes, qui pourront être douloureuses, mais à condition qu'on accepte les principes de base sur lesquels, moi, j'ai le sentiment qu'il ne faut pas déroger. Est-ce que vous dites que les partenaires sociaux ne sont pas mûrs, René-Paul Savary? Comment ça s'est passé dans les pays européens que vous avez visités? Parce que l'approche est différente et qu'ils ont conçu tranquillement le système comme ça, parce que notamment aussi, et ça rentre dans notre rapport, il y avait des fonds de réserve. Là où ça marchait, c'est parce qu'il y avait des fonds de réserve qui permettaient effectivement de régler un certain nombre de problèmes et de différences. Et d'autre part, un fait important, c'est que dans ces pays-là, ils avaient déjà uniformisé un certain nombre de régimes. Que nous, on n'a pas uniformisé encore les régimes. C'est pour ça que la réforme est un peu plus compliquée. Mais un avantage quand même, qui me semble important, c'est que cette réforme, nous ne la faisons pas sous la contrainte budgétaire. On n'est pas soumis, comme en Italie, à faire une réforme à la va-vite. Il n'y a pas de contrainte budgétaire, notamment européenne. Par contre, il y a une contingence d'équilibre du système qu'il faut impérativement prendre en compte. C'est notre rôle en tant que moi, en tant que futur rapporteur du Sénat, d'alerter sur les différents points qui pourront être derrière des points, effectivement, qui risquent d'être mal compris. Donc, autant les poser sur la table, éventuellement les écarter. Le rapport ne parle pas de dire qu'il faut de la capitalisation, il faut reculer l'âge. Le rapport dire simplement on pose des problèmes pour éventuellement les écarter. Oui. Et parmi ce que vous constatez aussi, c'est ce système d'alerte qu'il faudrait peut-être importer. C'est ce qui se passe en Suède. Sylvie Vermeillet, qu'en pensez-vous? Oui, alors je voudrais revenir sur un point, la question de la contrainte budgétaire. Je voudrais quand même préciser que la contribution de l'État au comblement du déficit des régimes spéciaux, qui sont en déséquilibre démographique, c'est 6,3 milliards par an, quand même. Il y a quand même ce point. Alors, il est récurrent, il se stabilise, comme ça a été dit. Mais c'est quand même un point important. L'autre chose, sur le temps que va prendre la réforme, annoncée pour juin 2019, très bien, on se dit qu'on a du temps pour faire cette réforme. Je voudrais quand même simplement attirer l'attention sur le fait qu'il y a des professions pour lesquelles c'est particulièrement anxiogène, et notamment les gendarmes ou les militaires, qu'on essaye de recruter. Il y a une loi de programmation militaire qui prévoit de réaugmenter les effectifs, et eux, ils ont un statut de retraite particulier, et le fait de ne pas savoir aujourd'hui à quelle sauce ils vont être mangés, entre guillemets, fait que pour recruter des militaires ou des gendarmes aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc c'est très bien qu'on ait du temps pour faire cette réforme, mais le temps qu'on prend est assez anxiogène pour certaines professions. Alors, on sait qu'il y a eu un colloque organisé ici au Sénat sur ce thème des retraites. Jean-Paul Delevoye, vous en parliez, Yannick Vaugrenard s'est exprimé. Je vous propose de le réécouter sur sa vision, justement, de cette réforme à venir. Notre projet dépasse largement la dimension purement périmétrique des retraites. C'est d'abord et avant tout un projet de société qui doit renforcer la confiance des jeunes dans le soutien qu'ils doivent apporter aux aînés, et pour les aînés, le fait d'être attentif à la qualité de vie active de nos jeunes. Et je le dis parce que les premières rencontres auxquelles j'étais amené à répondre, c'était, je peux le comprendre, des associations de retraités qui m'ont dit « Monsieur Delevoye, nous on souhaite un statut de retraité ». Ah, j'ai dit « Ça tombe bien, moi je souhaiterais un statut de jeune ». Et l'idée, c'était presque de se protéger des jeunes, en disant « Au nom de quoi on nous prend du pouvoir d'achat pour accompagner le pouvoir d'achat des jeunes ?»
Et là, c'est un vrai combat, Monsieur le Président du Sénat, que nous devons tous les uns et les autres relever. C'est un dossier particulièrement sensible, on le sait, Mireille Weinberg, Jean-Paul Delevoye le disait à l'instant, c'est un véritable projet de société, cette solidarité intergénérationnelle. On peut conserver notre modèle à la française avec ses spécificités ? Je ne sais pas. Ça me semble extrêmement complexe. Tout est anxiogène dans ce dossier. C'est peut-être ça qu'il a mal anticipé. Enfin, il essaye, vous voyez, de mettre les formes. Voilà. On l'a vu avec les pensions de réversion quand même. Tout est absolument explosif. Quand je dis tout, c'est tout. Dans un régime de retraite, il y a un nombre infini de paramètres. Là, on multiplie ce nombre infini de paramètres par 42 régimes. Donc, il y aura nécessairement des gagnants et des perdants. Mais ce qu'il faut dire aux gens, et c'est la première chose, les actuels retraités ne seront pas concernés. Et moi, si j'ai un conseil à donner à M. Delevoye, ce serait bien qu'il nous dise maintenant de manière définitive combien de temps va durer cette période, parce que alors les retraités, on sait qu'ils ne sont pas du tout concernés, rien ne changera, mais Emmanuel Macron avait dit ceux qui sont à 5 ans de la retraite, rien ne changera non plus. Au Sénat, me semble-t-il, enfin Monsieur Delevoye a dit 4 ou 5 ans. Ça serait bien qu'on sache maintenant tout de suite qui sera concerné ou pas, qu'on nous dise que ça sera 5 ans à partir de la date d'adoption. Il faut clarifier cette position, Yannick Bourgrenard. Oui, et en même temps, c'est bien de discuter à froid parce qu'on n'a pas le nez dans le guidon comme en Italie ou comme en Allemagne. Donc ça, c'est considérablement important. Il faut que les retraités actuels, vous avez raison, sachent où ils vont, maintenant qu'ils sont retraités. Mais il faudra tout mettre à plat. On ne l'a pas évoqué encore, mais il y a aussi les retraites chapeaux quand même. Quand même. C'est pas la même chose. Ben oui, mais enfin, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est financé intégralement par les entreprises, ça n'a rien à voir avec la solidarité nationale, là, pour le coup. Je considère que si, moi. Ça, les retraites chapeaux sont payées par les entreprises, mais là où l'argent des entreprises va en direction de personnes qui, on voit bien effectivement que c'est une question beaucoup, politique. René-Paul Savary, on pourra conserver notre spécificité de notre système français de retraite. Vous savez, cette réforme, elle est techniquement faisable. Juridiquement également, ça a été affirmé par le corps et je partage ce point de vue. Maintenant, est-elle politiquement acceptable ? C'est la véritable question. Donc, la transition jouera un rôle tout à fait important. On a des garanties, on doit avoir des engagements. C'est notre jeunesse qui est véritablement en cause dans cette affaire-là. Ce ne sont pas les retraités actuels. Il nous appartient, à travers ce formidable projet sociétal, de faire en sorte que chacun puisse s'y retrouver. Merci. Merci à vous, René-Paul Savary. Merci à Mireille Weinberg. Merci Sylvie Vermeillet. Merci à Yannick Vaugrenard. Avant de se quitter, on retourne dans l'hémicycle du Sénat. Vous le savez, le projet de loi Schiappa sur les violences sexuelles et sexistes est en examen. Tam, où en est-on de la discussion ? Eh bien, les sénateurs sont en train de débattre du premier article de ce projet de loi autour de la question de la prescription des viols sur mineurs, puisque le projet de loi fait porter cette prescription de 20 à 30 ans. Mais là, eh bien, plus particulièrement, le débat a porté sur la question de l'imprescriptibilité des viols sur mineurs. Il y a plusieurs amendements qui demandent cette imprescriptibilité, ce qui pose des problèmes de droit, puisque jusque-là, eh bien, seuls les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Notez toutefois qu'il y a un amendement du gouvernement qui a l'accord de la Commission pour que justement la prescription soit interrompue en cas de la commission par un même auteur de nouveaux crimes. Dans l'exposé des motifs, eh bien, le gouvernement parle notamment d'une personne par exemple qui aurait violé ses enfants et ensuite ses petits-enfants. Eh bien, la prescription sur les premiers crimes serait rompue en cas de nouveaux viols. Cela montre aussi qu'il peut y avoir des accords entre le Sénat et le gouvernement sur ce texte qui n'étonne pas forcément si l'on a entendu les hommages qui ont été rendus par la garde des Sceaux et la secrétaire d'État au travail du Sénat sur les violences sexuelles sur mineurs au début de la séance. Je vous propose de les écouter, notamment l'hommage assez émouvant qui a été rendu par Marlène Schiappa à son ancien mentor Jean-Claude Boulard, décédé en mai 2018 et qui était un ancien sénateur. Donc. Je ne peux pas ne pas évoquer ici au Sénat devant vous la mémoire de Jean-Claude Boulard, qui fut sénateur, qui nous a quittés il y a quelques semaines et qui est la personne qui m'a fait entrer en politique et qui avait chevillé au corps la conviction de l'utilité du bicamérisme, puisqu'il disait, permettez-moi de le citer, « Lorsque j'écris un texte, je le fais toujours lire 2 fois par 2 groupes différents de personnes, parce qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs que seul. » Je dois tout d'abord insister, comme l'a fait ma collègue à l'instant, sur
la particulière qualité du travail qui a été conduit par la Commission des lois, qui s'explique notamment par l'intérêt que la Haute Assemblée porte depuis plusieurs années à la question des violences sexuelles commises sur les femmes et sur les enfants. Hommage donc des ministres à la Chambre haute sur leur travail effectué sur les violences sexuelles sur mineurs. Il faut dire aussi que la rapporteure tout à l'heure avait déploré que tous les apports de la Haute Assemblée à ce texte n'aient pas été reconnus plus tôt. Merci à vous, Tam, pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, vous retrouvez Rebecca Fitoussi pour son émission On va plus loin. Très bonne soirée à tous et à demain.